Ça fait maintenant 4 mois que le stationnement est gratuit au centre-ville de Sherbrooke tous les soirs de semaine et les samedis après 18 heures. C'était une demande des commerçants depuis longtemps. Est-ce que ça a vraiment eu un impact sur l'achalandage? On est venu leur demander. C'est dur de chiffrer exactement l'impact, parce qu'il y a beaucoup de conjonctures là, qui peuvent expliquer si ça va bien. Par contre, c'est sûr que tous les commerçants à qui j'ai parlé me disent que c'est une excellente nouvelle, que définitivement ça peut pas nuire, ça c'est évident. Ce qui ressort aussi beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de clients qui sont pas au courant encore. Fait que c'est sûr qu'il y a un petit travail de communication à faire à ce niveau-là. C'est très bien de faire comme à partir de 6 heures, c'est gratuit, mais il reste toujours le double sens, c'est mortel pour le centre-ville. Le sens unique, vous voulez Le dire? sens unique, c'est mortel. Ah ouais? Oui, c'est mortel pour le centre-ville. Il ne veut rien bouger. Bon, on verra. Si venant dans le centre-ville en auto, ça sent un petit peu à rien, j'ai l'impression. On mettrait des marcheurs. Oui, c'est ça. Ou en vélo. J'ai l'impression qu'il y a quand même des alternatives qui existent pour venir sans son auto au centre-ville. Donc, moi, je suis pas certain que la gratuité, ça fasse une énorme différence en tant que telle. C'est sûr qu'en ce moment, je pense que ça peut fidéliser des clients qui venaient déjà en très grande partie pour l'acquisition de nouveaux clients. Je pense que ça peut prendre quand même beaucoup de mois avant de s'inscrire dans les habitudes des gens. Mais déjà, après 4 mois, là, on peut voir une petite tendance. C'est une été pour la restauration, je pense, ici au centre-ville, c'était vraiment tranquille. On attend l'automne, qu'est-ce que ça va donner? C'est mort pas mal. J'ai pas. Des fois, les soirs, en fin de soirée, quand les gens commencent à sortir des bars, ça va être un petit peu plus vivant, mais en journée, ça ressemble souvent à ça. Là. Pour vous, la gratuité du stationnement, ça semble pas avoir eu d'impact? Non, vraiment pas. Là. Enlever le fait que la rue était piéton, je pense que ça a tué le centre-ville un peu plus. Là. Puis est-ce qu'ils sont au courant, les gens? Est-ce qu'ils savent que c'est rendu gratuit? Pas tout le monde. Non, hein, c'est Il ça. essaye toujours de payer, toujours je sors, je leur dis c'est gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit. Une petite affiche qu'on a commencé à distribuer à nos membres là, pour juste rappeler aux clients qui viennent que le stationnement est gratuit, marteler le message, puis que ça rentre dans la tête des gens que le soir, c'est au centre-ville qu'on s'en va. Ce qui est agréable dans un centre-ville, c'est que ce soit vivant, c'est qu'il y ait des gens, c'est qu'il y ait des commerces qui soient actifs, qu'il y ait une offre de services qui soit pertinente. Donc moi, c'est ça qui m'attire, c'est ça que je viens chercher. Il y a certains propriétaires de commerce qui sont plutôt ouverts dans le jour ou des propriétaires de café qui ont plus d'achalandage le matin qui m'ont dit que pour eux, la gratuité du stationnement, ça n'avait eu aucune incidence. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info. La co-porte-parole de Québec solidaire, Ruba Gazal, demande aux chefs des 4 autres partis politiques québécois de s'unir pour envoyer un message clair à Ottawa afin d'aider une femme immigrante de l'Estrie victime de violences conjugales. Elle et sa petite-fille risquent maintenant d'être expulsées du pays faute de permis de travail valide. Selon Ruba Gazal, leur responsabilité est de les protéger et non de les renvoyer vers le danger. Déjà, 55 personnes se sont noyées dans les plans d'eau du Québec cette année. 2 personnes sont décédées cette semaine. Un jeune étudiant dans la piscine commune d'un complexe résidentiel de Montréal et un quinquagénaire dans le secteur de Drummondville. Et le bilan des noyades pourrait dépasser la centaine d'ici la fin de l'année, s'inquiète la Société de sauvetage du Québec. On craint de rejoindre le nombre record de 117 noyades de 2020. On a un devoir de souvenir, de conservation, de préservation. Près de 18 millions de dollars. C'est le montant qui sera investi ici, au Parc du Domaine en Ward. Cet argent va servir à la restauration et à la démolition de plusieurs bâtiments patrimoniaux sur le site. Dès le début, le parc s'inscrit dans un mouvement hygiéniste. Donc, on veut créer des parcs accessibles au public parce qu'on est dans l'époque industrielle. Donc, tout ça pour dire que le sentiment d'appartenance des gens qui peuvent venir au domaine, flâner, voir l'étang, voir la fontaine, voir les pavillons, voir les serres, les fleurs, etc., s'inscrit dès la fin des années 1910, début des années 20. Le domaine Howard, c'est un bijou à la ville de Sherbrooke. C'est un legs de M. Howard. Maintenant, notre devoir en tant que citoyen et citoyenne, c'est de s'assurer du maintien et de la préservation et de la conservation de ce site patrimonial. Les 3 pavillons principaux seront restaurés. Par contre, la serre de 1947 ainsi que la maison du jardinier seront démolies cet automne. Elle est contaminée de l'amiante, etc. Donc, elle n'a pas une grande valeur patrimoniale. Si on avait pu préserver la première maison, on dirait autre chose. Les gens ont un attachement
cette serre-là, elle est là depuis 1947 quand même. Et la seconde maison du jardinier. Mais Ça, il y a des gens qui sont déçus aussi de la voir partir. évidemment. Mais l'important pour nous, c'est vraiment de mettre nos efforts sur les bâtiments patrimoniaux. C'est pas parce que c'est vieux que c'est patrimonial. Dans le cas de la serre, la nouvelle serre, si on peut dire, même si elle a 70 ans, la nouvelle serre n'a pas une grande valeur ajoutée au lieu. Bien évidemment, ça fait 70 ans qu'on la voit dans le paysage, donc elle fait partie du paysage, mais au niveau architectural, au niveau de la compréhension du lieu, au niveau de l'histoire du domaine, elle s'inscrit beaucoup moins dans la grande histoire de ce lieu-là. Par le pavillon 1, qui est actuellement fermé. On ne peut pas y entrer pour des raisons de sécurité. Et la première étape, bien, ça va être la déconstruction brique par brique du porche. On va toutes les numéroter parce qu'on va le reconstruire à l'original. C'est du travail de moine et c'est du travail, puis c'est là que ça coûte cher, là, parce qu'on veut restaurer brique par brique. Ça a été fait au Parlement à Ottawa, entre autres, mais dans d'autres édifices patrimoniaux. Lors du dépôt des plans et devis, on va être en mesure de voir, selon les gouvernements supérieurs en place, quelles subventions seraient disponibles. Et à ce moment-là, on va tout faire pour aller chercher le maximum que l'on puisse avoir. De garder le sentiment d'appartenance, de le garder ouvert, de ne pas le clôturer, le domaine non plus, parce qu'il n'a jamais été clôturé, de garder les espaces publics, mais de le rendre aussi à la population, parce que la Ville l'a acquis au début des années 60, dans une optique de conservation. Mais si on veut le conserver, bien, il faut l'entretenir, il faut investir. C'est un très gros investissement, mais ça en vaut la peine. Il faudra attendre jusqu'en 2031 avant que tous les travaux au parc du domaine Howard soient complétés. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info. J'ai l'impression d'avoir vécu 9 mois en un. Fait que j'ai comme 8 mois de sommeil à rattraper, je pense. Assister à des spectacles musicaux lors de festivals qui animent le Québec est une activité qui est particulièrement prisée lors des périodes estivales. Pour le Saguenayen Julien Renaud, l'été 2026 représentait un véritable défi en soi, soit celui d'établir le record Guinness du plus grand nombre de festivals fréquentés en seulement 30 jours. Un défi qu'il a relevé avec succès en battant le record le 15 août dernier. J'ai fait beaucoup de spectacles dans les derniers étés aussi. L'année passée, 170. Puis là, le monde me disait « T'es en train de faire un record? » Fait que j'ai regardé. Puis le processus, il faut comme défier un record existant. Fait que celui que j'ai trouvé qui était le plus proche de ce que je faisais, c'était le record de plus grand nombre de festivals différents en 30 jours. Le record avait été établi en Europe en 2011, 26 festivals dans 13 pays. Donc là, j'ai voulu le battre, mais 100% au Québec. Ça m'en prenait 27. Il m'a donné une marge de manœuvre, puis j'avais peur d'avoir un pépin sur la route ou être malade une journée. Je m'étais fait un itinéraire à 34. Finalement, j'ai réussi à le faire au complet. Donc là, je l'ai quand même battu le record de 8. Je suis rendu à 237 shows déjà cet été. En plus du record, j'avais commencé déjà au mois de mai. Donc avant de commencer le record, j'avais 110 shows, 15 festivals de fait. Puis là, j'approche du 50 festivals. Il y a l'aspect aussi santé. J'ai une condition, une maladie neuromusculaire. J'étais en fauteuil roulant pendant 5 ans. Là, ma santé est super bonne. C'est aussi je vais en profiter de la vie pendant que j'ai la capacité de le faire. La planification de ce périple de près d'un mois s'est avérée assez ambitieuse. Celui qui est également co-directeur du Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean a d'abord dû se plier à un processus de validation rigoureux afin que sa performance soit reconnue par l'organisation du Guinness World Records, sans parler des enjeux logistiques et financiers. J'avais tout un cahier de charges à respecter, les preuves à récolter, des signatures, des photos, des vidéos. Je suis en train de compiler ça pour l'envoyer. Ça va être fait d'ici une semaine ou deux, le dépôt, puis je suis confiant d'avoir le certificat dans quelques mois. Tous les déplacements, où je dors, quoi je mange, mon chien est où, avoir les billets, tout ça, de trouver comment travailler à travers de tout ça. Donc, d'habitude, c'est plus, je pars à une place pour 4 jours. Là, je faisais 4 places différentes en 4 jours, donc beaucoup plus de réflexion puis de préparation. Là. Il ne retire toutefois que du positif de cette expérience qui fut riche en découvertes et en rencontres. Un moment vraiment spécial, il y a eu à la noce à Chicoutimi pour angine de poitrine parce que j'ai vécu toute la journée avec madame de l'Australie qui était descendue de l'Australie juste pour voir angine de poitrine dans leur ville natale. Fait que de vivre l'engouement, mais multiplié avec cette personne-là qui payait le triple d'une vie. C'était vraiment, vraiment super. D'être 20-30 000 personnes à triper en même temps sur une même chanson, puis que tout nous rassemble, mais plus rien qui nous différencie. On n'a plus de problème, on vit le moment. Fait que cet aspect collectif-là qui m'allume beaucoup. Là. À Saguenay, Sarah-Léa Bouchard pour Nouveau Info. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire.
à estrie@commercialnouveau.info.